Changement climatique, alternative à la voiture, réduction de la consommation de viande, déchets nucléaires, mais aussi impact de l'intelligence artificielle. J'ai le droit de répondre n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez. Le président du Shift Project, Jean-Marc Jancovici, est venu à Combini parler des projections pour un futur décarboné, pour répondre aux questions de nos 3 invités et aussi aux vôtres. C'est l'inconnu. C'est bon, on a été mis suffisamment loin pour ne pas pouvoir en venir aux mains, c'est bien. J'ai des super pouvoirs. Bonjour, je suis venue aujourd'hui avec mon permis de conduire. Il m'a permis d'aller librement partout, où je voulais, quand je voulais. Il sert non seulement de passeport de liberté, mais également d'autonomie et d'indépendance, en particulier quand on est très loin des transports en commun et quand on veut circuler. Alors, moins dépendre de la voiture, ok, mais qu'est-ce qu'on dit aux Français qui ont besoin de leur voiture au quotidien? Qu'est-ce qu'on leur donne comme alternative satisfaisante, et pas dans 50 ans, pas dans 100 ans, aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est que les gens à l'avenir vont continuer à se déplacer, parce que c'est un besoin biologique, on est des animaux, on bouge. Et par ailleurs, on a organisé la société aujourd'hui en ayant le travail pas au même endroit que l'école pas au même endroit que les courses pas au même endroit que les loisirs, etc. Au Shift Project, on ne veut pas du tout le malheur du monde, on veut plutôt son bonheur. C'est plutôt à ça qu'on essaye de travailler. Et la réponse ne tient pas en une seule chose. Le cocktail qu'on regarde, il mélange plusieurs choses. Il mélange le fait qu'on s'organise avec moins de voitures, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits où c'est facile de s'organiser avec moins de voitures, les zones urbaines, une partie des zones périurbaines, etc., avec des voitures plus légères. Dans ce pays, on a souvent tendance à voir toutes les choses en blanc et noir. C'est-à-dire tout le monde va prendre les transports en commun, tout le monde va se mettre au vélo. Évidemment que non. Donc ce qu'il faut, c'est marier toutes ces marges de manœuvre. Donc, si on met tout ça bout à bout, on peut s'organiser en France avec, allez, je vais vous faire sauter en l'air, mais en gros 2 fois moins de voitures. Mais on n'est pas pour la suppression de la voiture. Je voudrais revenir sur les voitures électriques, pourquoi pas. Mais on voit bien qu'en France en particulier, la clientèle, elle n'est pas aussi au rendez-vous qu'on aurait pu penser, et en particulier au point de menacer notre filière industrielle automobile. En fait, ce qu'on voit, c'est que ces véhicules sont trop chers, pèsent trop lourd. Leur autonomie n'est pas satisfaisante, et finalement, ces véhicules ne répondent pas à tous les besoins de tous les conducteurs français. Alors, ma question, ce serait, est-ce que imposer dès 2023 l'interdiction de vente de véhicules neufs thermiques en 2035 et obliger à uniquement rouler, à acheter des voitures neuves électriques, est-ce que c'était pas un petit peu mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'on sera au rendez-vous en 2035? J'en sais rien. Est-ce que c'est la bonne direction? Ça, je pense que oui. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, du pétrole, on va en avoir de moins en moins, indépendamment de toute question climatique. Au Shift Project, on a fait un travail montrant que la quantité de pétrole qui pourrait rentrer en Europe d'ici 25 ans, alors 25 ans, c'est dans pas longtemps, hein, c'est d'ici à ce que vos enfants aient votre âge, en ordre de grandeur, hein, donc c'est vraiment dans pas longtemps. La quantité de pétrole qui sera disponible en Europe sera divisée par 2 à 20. D'accord, la France comprise, la France importe 99% de son pétrole. Donc si on se préoccupe de la mobilité des gens, justement, il faut absolument les débarrasser de la voiture à pétrole. C'est leur rendre service que d'aller dans cette direction. Je ne pense pas que ce soit des révolutions. C'est des petits efforts, mais vous savez, l'avenir, malheureusement, risque de nous demander aussi des gros efforts. Moi, je préfère des petits efforts consentis plutôt que des gros efforts qui vont nous tomber dessus sans trop qu'on ait notre mot à dire. Il y a un dernier point important qui est celui de la filière automobile française, qui est une filière industrielle historiquement très importante. Et on travaille aussi au Shift Project sur des propositions pour faire en sorte qu'elle ne pâtisse pas de cette transition et au contraire qu'elle en bénéficie. Dans la construction de véhicules électriques, le gros investissement capitalistique, il est dans la fabrication des batteries. Et au niveau de la construction, on peut au contraire imaginer que vous allez avoir l'émergence d'un certain nombre de PME, parce que quand vous avez la batterie, faire le véhicule électrique, ce n'est pas une opération d'assemblage très compliquée. Donc, c'est pas dit qu'industriellement on y perde. Il faut par contre s'organiser de telle sorte, justement, il faut le vouloir, quoi, quelque part. Êtes-vous végétarien? La réponse est non, je ne suis pas végétarien. Par contre, je mange très peu de viande rouge. Et la colonisation de Mars, une des solutions? Alors là, je vais faire la réponse la plus courte de ma carrière, non. Si on envoie un astronaute et demi sur Mars dans quelques années, qui va s'ennuyer à mourir et qui, du reste, va avoir qu'une seule idée, c'est de repartir le plus vite possible, à supposer qu'il y arrive, ça sera le bout du monde. Il est évidemment totalement hors de question de transposer quelques milliards d'individus sur une planète qui n'a pas d'atmosphère, pas d'océan, pas de sol cultivable, etc. C'est une chimère. Si on vous appelle pour être ministre de l'écologie, vous dites quoi? Je décline poliment parce que l'écologie, c'est une préoccupation tellement transverse que c'est une préoccupation de président de la République ou de Premier ministre. C'est pas une préoccupation de ministre de l'écologie. Candidature au présidentiel, j'ai déjà dit 25 fois que je ne me présenterai pas. Ok, bonjour, donc je vous ai amené une belle côte de bœuf. Alors elle vient de nos territoires, de nos modèles herbagers.
Alors la France, c'est 13 millions d'hectares de prairies. Alors des prairies qui ont la grande vertu de stocker du carbone, aussi la biodiversité qui va avec, mais également une ressource en matière de fertilisants, de matière organique dans les sols. Donc comment pérenniser cet élevage et puis de faire en sorte qu'il ne baisse pas. Dans le rapport du Shift Project, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il y a quand même un inconvénient à l'élevage, parce que rien n'est parfait dans ce bas monde, c'est que les bovins, ça contribue au changement climatique au travers des émissions de méthane. Alors la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que ce qui serait souhaitable, c'est de faire baisser doucement le cheptel français. En fait, le premier cheptel qu'il faut baisser, c'est plutôt celui qui est, entre guillemets, hors sol, et pas du tout celui qui est au pâturage. Donc en fait, l'élevage qu'il faut préserver, c'est justement celui qui va avec les pâturages. Et puis, il y a un vrai sujet également qui est de se protéger contre les importations, parce qu'il faut savoir que dès à présent, aujourd'hui, on importe une partie significative de la viande qu'on mange dans la volaille. On en est quasiment à 50% maintenant, et si mes chiffres sont corrects, dans le bœuf, je crois qu'on doit être à pas loin de 20%. En gros, la baisse de la consommation, elle doit d'abord mordre sur les importations. C'est ça la situation idéale. Le problème, c'est qu'on a déjà perdu 1 million de vaches depuis à peu près 10 ans. En revanche, nos concurrents, l'Amérique du Sud notamment, qui est sur des modèles complètement différents, le Brésil et l'Argentine, ont mis 10 millions de bêtes en plus, de bovins en plus, en l'espace de 10 ans. C'est l'équivalent du cheptel total reproducteur français. Donc comment on fait pour faire en sorte que ce soit bien ces modèles-là qui finissent dans nos assiettes, cette côte de bœuf notamment, et pas celle qui vient d'Amérique du Sud, du Brésil, et qui ne respecte aucun standard environnementaux et réglementaires que nous avons en Europe. Alors, la réponse, vous la connaissez déjà pour partie. Il y a les clauses miroirs, il y a le règlement sur la déforestation importée. Et toute la difficulté, alors pour les gens qui ne connaissent pas bien, donc le règlement sur la déforestation importée, c'est un règlement européen, donc d'application immédiate, qui interdit l'importation en Europe de denrées agricoles qui ont nécessité de la déforestation sur les années qui viennent de s'écouler pour être produites. Et les clauses miroirs, c'est des clauses qui demandent à ce que les produits qu'on importe en Europe et en particulier en France, aient été produites dans des conditions qui sont comparables aux exigences qu'on demande aux agriculteurs et aux éleveurs français. La difficulté maintenant, c'est d'arriver à faire en sorte que ça soit vraiment mis en œuvre, enfin, j'ai envie de dire. Et du reste, l'Europe en ce moment, elle est prise dans une incohérence qui est l'antagoniste entre le libre-échange qu'on pourrait avoir avec la zone Amérique du Sud et le règlement de déforestation importée. On ne peut pas avoir les deux, quoi. Si on ne veut pas de déforestation importée, on ne dit pas on va faire avec l'Amérique du Sud sans regarder ce qui rentre chez nous. Et par ailleurs, il y a un autre sujet sur lequel il faut arriver à se battre, c'est que si les conditions d'élevage en France répondent à des normes ont des exigences plus importantes et que ça fait monter les coûts, il faut accepter que ce coût soit payé aux éleveurs. Alors il faut savoir que ça ne demanderait pas un effort considérable au consommateur final. En fait, les Français ne payent que 1% de ce qu'ils gagnent pour la production agricole qui les nourrit. Alors, les gens qui nous écoutent vont me dire, ils racontent n'importe quoi, au magasin, je paye 15% de ce que je gagne. Au magasin, oui, mais sauf que le magasin, lui, il va payer 7% du ticket de caisse aux agriculteurs initiaux. Tout le reste, c'est du transport, de la transformation, des emballages, les employés du magasin, de la publicité, les frais bancaires de tout le monde, etc. Donc c'est tout sauf de la nourriture, quoi. En fait, si on arrive à faire en sorte que les surcoûts soit passé à l'identique au consommateur final sans être amplifié par les étapes intermédiaires, en fait, ça coûterait pas beaucoup plus cher au consommateur final de payer le prix de la qualité et le prix de sa demande environnementale, parce que le consommateur, il a cette demande aussi, auprès de l'agriculteur ou de l'éleveur. Les modes vertueux de l'élevage, horizon 2050, ça ressemblera à quoi ? C'est ceux qui sont les modes anciens, j'ai envie de dire. Hein. C'est l'élevage en pâturage, en prairie, et c'est l'élevage dans lequel on évite de donner au bétail des aliments qui ont poussé à des milliers de kilomètres de là. C'est un élevage dans lequel la partie protéine végétale, elle est issue de cultures françaises. Moi, si j'étais à votre place, j'inverserais le dialogue avec la société civile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on entend souvent, alors je ne parle pas des gens pris un par un, mais au niveau des syndicats représentatifs, je vais être un peu provoquant, mais laissez-nous faire sale parce que c'est la seule condition dans laquelle on peut rivaliser avec le marché mondial. Et moi, j'ai envie de dire, ça vaudrait peut-être le coup de renverser le raisonnement en disant, la société nous demande d'avoir tel mode de production, parfait, on va le faire, c'est temps, payé. Et les industriels sont très bons à faire ça. C'est-à-dire quand les producteurs d'acier, les producteurs de ciment, les producteurs de plastique, etc., on leur dit vous allez faire plus propre, ils disent il n'y a pas de problème, ça vaut 5 milliards, 7 milliards, 8 milliards, si vous nous les donnez, on fait plus propre. Bon. Et comme je disais tout à l'heure, on va se rendre compte que rapporté à ce qu'on dépense pour manger, c'est en fait pas énorme.
Alors, 4 vols max dans une vie, c'est sérieux. Ça dépend ce qu'on appelle sérieux. C'est un calcul sérieux. Le calcul a été fait de la manière suivante. Pour limiter le réchauffement climatique planétaire à 2 degrés de hausse par rapport à ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle, il faut que les émissions de gaz à effet de serre planétaires baissent de 5% par an. Et par ailleurs, je tiens pour négligeable les carburants de substitution, l'huile de friture usagée, l'hydrogène, qu'est-ce que je sais, parce que quand on regarde d'un peu près ce que ça pourrait fournir comme carburant au secteur aérien, on se rend compte que c'est vraiment pas grand-chose. Donc baisser les émissions de 5% par an, à l'efficacité énergétique des moteurs près, c'est baisser les vols de 5% par an, globalement. Et je me suis dit, en 2050, après avoir baissé les vols de 5% par an, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce que ça donne si je répartis ça équitablement sur la population mondiale? Et je considère qu'un Somalien, un Brésilien, un Chinois et un Français ont le même droit à voler dans leur vie. Et le résultat de mon calcul, c'est qu'à ce moment, ça donne 4 vols par vie. Voilà. Donc ce n'est pas une proposition, c'est le résultat d'un calcul. Tout à fait sérieux. Pourquoi c'est à nous de faire des efforts si les riches voyagent encore en jet privé? Alors, c'est une excellente question. Et de mémoire, à un moment, il y avait un sondage qui avait été fait sur le transport aérien, où on avait demandé aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on limite les vols en avion? Et je crois que 40% des Français ont dit oui. Et on avait reposé la même question en mettant virgule, et on interdit les jets privés. Et à ce moment, il y a 60% des gens qui ont dit oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire? Ça veut dire qu'en matière d'effort, il y a quelque chose qui est extrêmement important dans notre pays, c'est l'exemplarité et ce qu'on pourrait appeler une forme de justice sociale. Moi, à titre personnel, ça ne me dérange pas du tout qu'on restreigne très fortement l'utilisation des jets privés dans un monde dans lequel on demanderait, par ailleurs, un effort sur le transport aérien pour tout le monde. Je trouve que ça serait légitime. Maintenant, ça ne dépend pas que de moi, cette histoire. Mais oui, c'est une préoccupation normale que de considérer que les comportements ostentatoires ne sont plus acceptés à partir du moment où on demande à des gens qui font beaucoup moins de faire des efforts. Donc voici un faux bidon de déchets nucléaires. On connaît notre difficulté à gérer ces déchets nucléaires, que ce soit du point de vue du stockage, du coût ou de la gestion des risques. On sait également que construire des réacteurs nucléaires, ça prend énormément de temps et d'argent. En parallèle, l'énergie solaire, en 2024, en Europe, elle a dépassé la production des centrales à charbon. Pourquoi pensez-vous qu'il faut continuer à construire de nouveaux réacteurs nucléaires plutôt que d'aller vers le 100% renouvelable? Alors, toute activité fait des déchets. Donc la question est toujours de comparer les nuisances entre elles et de savoir si, en faisant ceci plutôt que cela, on va moins impacter l'environnement pour un résultat qui est à peu près identique. Donc le nucléaire, il a l'avantage d'utiliser des très petites quantités de matière pour produire énormément d'énergie. Du coup, il a aussi l'avantage de produire des très petites quantités de déchets, même si ces déchets sont extrêmement délicats à gérer ensuite. Il utilise extrêmement peu d'espace. Par contre, comme on a affaire à une réaction qui est extrêmement dense énergétiquement, il faut très bien s'en protéger, et donc ça demande des installations qui sont très complexes et donc très coûteuses. Le soleil et le vent, on va dire, c'est l'inverse. C'est des installations qui sont raisonnablement faciles à construire, par contre qui exploitent une énergie qui est diffuse. Donc pour avoir des quantités significatives, il faut construire beaucoup d'éoliennes ou installer beaucoup de panneaux solaires, donc ça demande beaucoup d'espace. Et ça crée un système qui est plus compliqué à gérer. Si on veut un avenir débarrassé des combustibles fossiles dans la production électrique, en fait, il va falloir arbitrer entre les avantages et les inconvénients de chaque mode. Ça va beaucoup dépendre des pays. Un pays comme la Norvège n'a aucun problème à être 100% renouvelable dans son électricité parce qu'ils ont des barrages. Les barrages, c'est simple à opérer. C'est de l'énergie stockable, puisqu'on arrive à stocker l'eau. Et on a l'électricité fournie à la demande. Dans les endroits qui sont par contre dépourvus de montagnes, prenons l'exemple du Danemark, avoir un système qui est 100% renouvelable, c'est très compliqué. En fait, le Danemark n'arrive à fonctionner que parce qu'il est en échange avec ses voisins du Nord qui lui fournissent de l'électricité des barrages quand il n'y a pas de vent et acceptent son surplus d'électricité quand il y a du vent. Et en fait, je pense qu'à l'avenir, se débarrasser des combustibles fossiles est un tel challenge qu'on va avoir besoin de tout. Sur la question du stockage de l'électricité, justement, donc on sait faire depuis des décennies avec les barrages hydroélectriques. Depuis plusieurs années, il y a les batteries stationnaires qui se développent. Par exemple, en Californie, il y a des grandes quantités de batteries stationnaires qui permettent chaque jour de déplacer la production solaire donc autour de midi au soir. On voit que dans les scénarios 100% renouvelables, comme ceux faits par les gestionnaires du transport d'électricité RTE, qu'on pourrait atteindre uniquement avec éolien, solaire, les batteries et d'autres technologies déjà existantes, presque 98% d'énergie renouvelable. Il resterait quelques incertitudes sur le stockage intersaisonnier.
pour vous, ce n'est pas une piste qui paraît crédible quand on voit justement, encore une fois, les difficultés que connaissent les filières nucléaires? RTE lui-même dit que toutes les inconnues ne sont pas levées dans cette affaire. Le solaire et la batterie, ça peut être une très bonne solution quand vous avez des usages quotidiens, j'ai envie de dire, et la batterie permet de déplacer l'usage dans la journée. Le solaire, par exemple, est un très bon complément de la climatisation. Donc imaginez alimenter les climatiseurs par des panneaux solaires, ça c'est une très bonne idée, parce que là, vous n'avez pas besoin de stockage. Le gros problème dans les scénarios dans lesquels il n'y a que des énergies renouvelables, enfin que du solaire, de l'éolien et un peu d'hydraulique, c'est le stockage intersaisonnier, c'est-à-dire le fait, en France aujourd'hui, on consomme plus d'électricité l'hiver que l'été, et c'est le fait de pouvoir transférer une partie de la production de l'été sur l'hiver. Et le dernier point, c'est que quand vous regardez les puissances installées qui sont nécessaires pour se débarrasser des combustibles fossiles, vous vous rendez compte que ça demande une quantité d'emplacements qui me fait dire, moi, que ça va être compliqué d'y arriver parce que ça demande d'enquiquiner beaucoup de gens. L'idée qu'il y a un monde dans lequel les choses vont être très faciles et un monde dans lequel les choses vont être très difficiles, moi je pense que malheureusement c'est pas comme ça que ça va se présenter. Je pense que ça va être difficile dans tous les cas de figure. Et dans cette histoire, moi j'exclus pas du tout le nucléaire comme je n'exclus pas du tout les énergies renouvelables. Tu projettes dans ces projections combien de pourcents de nucléaire et d'énergie renouvelable ? Pour le moment, la réponse n'est pas encore publique. Donc on va sortir du bois dans les mois qui viennent, mais pour le moment, on n'a pas encore la réponse. Alors, pourquoi vous demandez de l'argent à nous sur Ulule? Ça ne devrait pas être le rôle de l'État. Tout simplement parce que si vous voulez demander de l'argent à l'État pour faire tourner une association, c'est un mécanisme qui est extrêmement long, extrêmement compliqué, à l'issue pas du tout garanti. Et par ailleurs, il y a une vertu au fait de demander de l'argent aux particuliers pour faire avancer une cause, c'est que le nombre de gens qui vont nous donner, en fait, est révélateur de la cote d'amour, j'ai envie de dire, de la cause en question. Ce qu'on pense, au travers du succès de cette campagne, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ne pensent pas du tout que l'environnement, ça suffit et qu'au contraire, il faudrait s'en occuper plus sérieusement que ce qu'on fait aujourd'hui. Elle va servir à quoi cet argent ? Il va servir à payer des gens qui vont réfléchir à ce qu'on peut faire d'intelligent pour décarboner le pays dans la joie et la bonne humeur. Les combustibles fossiles nous ont amené la fin de la pénibilité du travail pour beaucoup, puisque les machines travaillent à notre place, nous ont amené la facilité de déplacement, nous ont amené des matériaux nouveaux, tout ce qui est fibres synthétiques, plastique, etc. Enfin bon, bref, je pourrais énumérer très longuement tous les avantages que ça nous a amenés. Et donc, si on veut se passer des combustibles fossiles en essayant de conserver tout ce que ça nous a amené, en fait, on se rend compte qu'il faut regarder absolument tout, partout et tout le temps. Donc, ça demande un peu de monde. Vu l'impact écologique, il faudrait limiter l'IA. Comment faire? Si juste la France le fait, ça ne sert à rien. Alors, l'IA, aujourd'hui, s'inscrit dans le système digital, qui est un système qui engendre 4% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. 4%, c'est à peu près 4 fois la France, c'est à peu près le trafic aérien, c'est 2 fois la marine marchande, c'est 2 tiers des émissions des voitures. Donc, on est en train de parler, dans le monde, hein. Donc, on est en train quand même de parler de quelque chose qui est très significatif. Et l'IA, c'est, on va dire, le dernier élément d'accélération sur l'utilisation de ce système digital. L'IA, par ailleurs, aujourd'hui, est une forme de débat domestique américain. Alors maintenant, les Chinois s'y sont mis. Est-ce que la France peut rester en dehors de ce mouvement? Alors, oui et non. On ne peut pas totalement rester en dehors. C'est le drame des développements technologiques, c'est qu'une fois que quelqu'un s'y est mis et que ça lui procure un avantage, c'est toujours très très difficile aux autres de dire moi je m'en occupe pas, je vais pas le faire, parce que dans une compétition mondiale, du coup vous pouvez vous retrouver désavantagé. Et si la France veut en faire moins que les autres, ou si l'Europe veut en faire moins que les autres, ça ira nécessairement avec des protections que nous nous mettrons aux frontières sur l'utilisation de ce qui est fait par les autres. Voilà, il va falloir qu'à ce moment on décide des restrictions et que ces restrictions soient décidées probablement à l'échelle européenne avec la capacité technique de les mettre en œuvre, ce qui n'est pas non plus toujours très évident.